Bonsoir à tous. Vous tous qui me regardez à l'instant avez un jour ou l'autre dénoncé le manque de communication autour de vous. Vous tous, vous vous êtes demandé aussi pourquoi le pouvoir politique ou judiciaire restait parfois silencieux devant certains événements ou situations rendant ainsi plus compliquées les choses et laissant se développer une mauvaise rumeur fondée ou non. Vous tous ou vos conseils dénoncez souvent l'absence de règles ou les non-dits de la loi. Vous-même avez sans doute aussi des difficultés à communiquer avec vos voisins et peut-être même au sein de votre famille, avez-vous du mal à vous faire entendre? Que dire de vos pères automobilistes sur les routes que vous qualifiez de tous les noms? Quant à vous, entrepreneurs, vous avez parfois du mal à cerner la teneur et l'audience de votre message publicitaire, le rendant ainsi inapproprié, sinon désuet. De cette difficulté à communiquer entre nous, j'ai voulu interroger l'un de nos meilleurs analystes et stratèges en communication pour nous aider à identifier les raisons de ce malaise à communiquer et les moyens d'y remédier. Mohamed Cherif Amonkharan, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai souvent lu vos articles, notamment sur votre blog, et vous êtes l'un des seuls à tenter de revisiter l'actualité sous l'angle communicationnel. Alors, moi j'aimerais vous demander si... de votre expérience, est-ce que vous sentez que nous souffrons d'un malaise au niveau de la communication? Est-ce que nous communiquons insuffisamment ou pas du tout? En fait, d'abord merci pour l'invitation. Par rapport à ce malaise qui est ressenti, oui, je pense que tout le monde partage le même avis sur ce phénomène. Parce que lorsqu'il y a un malaise de communication lié à la communication, il va se manifester dans différentes formes, sous différentes formes. Et donc, toutes ces formes-là, comme la violence, comme le silence, comme la difficulté à vivre ensemble, à collaborer, que ce soit sur le plan social ou sur le plan professionnel, tout ça, bien sûr, ce sont des indices qui nous disent que finalement, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre pays et dans nos entreprises aussi. C'est dû à quoi? C'est une question très large. Donc si vous C'est dû à quoi et est-ce qu'on est spécifique de ce point de vue-là par rapport au reste du monde? Par rapport au monde développé, parce que lorsqu'il y a une bonne communication sociale, ça influe forcément sur le côté économique et même politique. Lorsque la communication sociale présente des faiblesses, donc il est normal qu'il y a une certaine causalité entre l'une et l'autre. Donc pour vous répondre, je dirais que l'Algérie est semblable aux pays du même niveau sur le plan social et le plan économique, donc généralement les pays arabo-musulmans. D'accord, donc alors c'est dû à quoi vraiment, réellement? D'accord. Donc la question est très large, donc je vais la découper si vous voulez bien. Donc si nous commençons par exemple par la communication État ou gouvernement envers la population, tel que vous l'avez mentionné dans votre introduction. Vous savez, la mission en matière de communication, les missions d'un État, pour moi, doivent aller sur 4 axes. Le premier, c'est le premier axe, c'est l'axe de l'information. Il faut informer. Mais attention, il ne suffit pas de lancer comme ça des communiqués de presse, ou bien s'adresser dans un jargon trop technique à la population pour espérer qu'il y ait de l'adhésion. C'est pour ça que l'aspect vulgarisation est très important. Quand je dis vulgarisation, bien sûr, il ne faut pas attendre que des gouvernements qui communiquent d'une manière très explicite et très adaptée à tous les niveaux. Mais justement, l'une des manières de communiquer, c'est d'ouvrir l'accès à l'information pour les journalistes. Un gouvernement, s'il veut communiquer, il n'est pas obligé de passer par un canal officiel. Sur ce volet de l'information, c'est insuffisant ce qui se fait actuellement? C'est insuffisant et inefficace.
Parce que sur le plan quantitatif, on ne communique pas sur tous les sujets importants pour la société. Sur le plan qualitatif, du moment qu'il n'y a pas de relais qui vont décrypter l'information, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le grand dossier de la crise économique vers laquelle nous nous dirigeons, est-ce que les Algériens ont compris ce qui se passe? Je n'en suis pas sûr. Donc, pour continuer dans ma logique, le deuxième axe de la communication gouvernementale, c'est la mobilisation. Est-ce que notre pays est capable aujourd'hui de mobiliser autour de projets importants pour la nation? Ça, c'est une grande question. Je pense que là intervient la question de confiance dans la relation. Exactement, exactement. Et je pense que le dernier projet qui a suscité une grande mobilisation de la part de la population, c'était le projet de la concorde civile. La concorde civile et ensuite la réconciliation nationale. Donc ça, là... je dirais le match de football avec l'Égypte. Le côté sportif, c'est autre chose, bien sûr. Voilà. Ensuite, le troisième axe, c'est l'axe de dialogue. Un gouvernement doit dialoguer. Pourquoi? Lorsque vous voyez aujourd'hui... Donc là, c'est la question de démocratie aussi. Oui, c'est l'une des facettes de la démocratie, justement. Et pourquoi je parle de ça? Il y a une discipline très importante qui est la communication d'acceptabilité. Quand vous voyez de nombreux projets qui sont annulés à cause de la contestation, donc si on avait communiqué avant, si on avait expliqué tout cela on aurait évité de faire marche arrière. Voilà, et on aurait pu aussi adapter le projet pour qu'il soit accepté. Dernier volet. Voilà, le dernier volet, c'est le volet sensibilisation. Bien sûr, c'est un volet qui ne... C'est différent de la mobilisation? Oui, parce que la mobilisation... Elle passe par la sensibilisation? Oui, effectivement, mais lorsqu'il s'agit de mobilisation, il s'agit de définir un projet et de convaincre la population de le suivre. Lorsqu'il s'agit de sensibilisation, par exemple sur un fléau par exemple, social, comme la drogue ou la violence, etc., c'est quand même des fléaux qui touchent la population. Et lorsqu'on demande à la population de réagir et d'adopter certains réflexes, certains comportements, donc la position, elle n'est pas tout à fait la même. Alors pour remplir à bon escient ces 4 volets, il faut beaucoup de temps. Parce que ça, c'est tout un chantier. Ça prend du temps. Il y a même une notion culturelle. Donc, comment faire pour aller vite, pour remettre les choses dans l'ordre? Tout dépend de la cible. Est-ce que nous parlons toujours de la communication gouvernementale? Oui, on est toujours au niveau des pouvoirs publics. Au niveau des pouvoirs publics, c'est vrai que le problème se pose sur le plan culturel. Vous savez pourquoi nous... En Algérie, nous ne communiquons pas suffisamment. Parce qu'on le voit aussi, il y a souvent dans un gouvernement, il y a des ministres qui communiquent juste, qui communiquent faux, et il y en a qui ne communiquent pas. Alors déjà, on le voit, on a ce souci. Même nous, journalistes, on voit qu'il y a des départements qui répondent favorablement, d'autres qui se cantonnent dans le mutisme. Vous savez, lorsqu'il s'agit de gérer une entreprise, et plus spécifiquement de gérer la communication d'une entreprise, la personnalité du premier manager est très importante. Donc il est normal qu'il y ait des différences. Mais ce qui est à remettre en question, c'est justement la vision globale de tout un gouvernement. Aujourd'hui, si la communication est parfois incohérente, il ne faut pas blâmer en premier lieu la communication, parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que la stratégie du gouvernement est cohérente? Parce que si vous prenez n'importe quel dossier, par exemple le dossier économique, si entre les différents départements, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de collaboration, c'est normal que la communication va refléter cette réalité. Sur la mobilisation, vous parliez de véhiculer des valeurs saines, c'est-à-dire pour pouvoir installer la confiance. Oui. C'est important, ça.
Oui, effectivement. Et donc on peut voir un gouvernement ne pas assez communiquer, une administration ne pas assez communiquer quand elle n'est pas certaine de ce qu'elle fait. Exactement. En fait, cet aspect-là est assez compliqué parce que d'un côté, lorsque vous avez une culture qui pèse sur les mentalités, il est très difficile de dire à quelqu'un du jour au lendemain, surtout s'il a dépassé un certain niveau d'expérience, un certain niveau de vécu même, il est très difficile de lui demander de complètement changer sa manière d'être. Parfois, il faut changer les personnes aussi. Oui. Mais par rapport... Et quelquefois, les personnes aussi ne suffisent pas quand l'administration qu'elles sont censées diriger ne répond pas aussi rapidement. Donc, on est dans un domaine éminemment culturel. Il y a l'aspect culturel et l'aspect managérial aussi, parce que c'est bien de ramener des gens et de leur demander d'être communicatifs, de collaborer entre eux. Mais si le système lui-même n'est pas compatible avec cette nouvelle vision, il faut que, sur le plan managérial, il faut que les choses fonctionnent autrement. Aujourd'hui, sur le terrain, on peut trouver suffisamment de personnes qui sont capables aujourd'hui de manager une administration, un département. C'est pas facile. Enfin, si je vous donne mon appréciation personnelle, je vous dirais que je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui sont capables de piloter efficacement, que ce soit les entreprises ou la communication des entreprises. Je pense qu'il faudrait, comme partout ailleurs, comme dans l'économie du terrain, installer des prérequis qui nous permettent d'identifier les bonnes personnes s'ils sont à même d'avoir des capacités managériales, même en politique. Si nous parlons de prérequis, je pense que la première condition, c'est la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, nos universités sont adaptées aux enjeux qui nous attendent et qui sont même actuels? Pas toujours. En fait, je prends par exemple l'École nationale d'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est à même de former des gens qui peuvent prétendre diriger des administrations convenablement? Je ne connais pas l'école de l'intérieur, mais il y a quand même de bons managers qui sont issus de cette école. Il y a de moins bons, donc comme dans toutes les écoles. Mais d'une manière générale, comment on peut en juger? C'est lorsqu'on voit comment toutes les entreprises publiques et même les entreprises privées, parce que même le secteur privé puise ses compétences dans les universités algériennes, prioritairement. Donc c'est lorsqu'on voit le rendement général qu'on se dit que nous avons beaucoup de progrès à faire. Alors on va essayer de passer de la sphère politique à la sphère économique purement. Alors est-ce que nos entrepreneurs aujourd'hui communiquent aussi convenablement? Là aussi, il y a des bons et des moins bons. D'une manière générale, il y a une culture qui pèse sur les entreprises algériennes. D'abord, il y a beaucoup d'idées reçues et de mythes qu'on trouve parmi les dirigeants. C'est pour ça qu'ils résistent à la collaboration avec les experts. Il y a aussi une certaine orientation artistique dans la publicité, si on parle de publicité, et cette orientation n'est pas toujours efficace. Si on cherche la beauté, on ne trouvera jamais l'efficacité. Le côté esthétique dans la communication ou dans la publicité, c'est un préalable, c'est un moyen, mais ça n'a jamais été une fin. Et la fin, justement, c'est d'atteindre l'efficacité. Si le côté esthétique permet d'atteindre cette efficacité, d'accord. Si on peut l'atteindre par d'autres moyens, il faut se détacher de cette culture un publicitaire ne doit pas se considérer comme un artiste. Voilà. Est-ce que communiquer envers les Algériens, c'est communiquer de la même manière avec tout le monde, quand on a peut-être des publics différents, avec des obédiences différentes, des obédiences culturelles différentes?
La question ne se pose pas uniquement par rapport à l'Algérie. Il est connu, d'ailleurs, certains experts disent que si vous voulez comprendre une société que vous ne connaissez pas, regardez leur publicité. C'est dire que la publicité doit forcément s'adapter à la culture, au public qu'elle vise. Non, mais dans les pays industrialisés, souvent on observe une homogénéité culturelle qui fait que quand on émet une publicité, elle est reçue de la même manière. Oui, mais... C'est pas toujours vrai dans d'autres pays. Oui, mais même dans les pays occidentaux, même si, vous savez, en communication, si vous faites une opération, l'objectif stratégique, c'est quoi? C'est d'atteindre le maximum de votre potentiel. C'est vrai que si vous faites une publicité plus ou moins bonne, vous allez recevoir des retombées positives, mais est-ce que vous avez atteint votre potentiel? Si vous n'adaptez pas votre communication en général et votre publicité aux caractéristiques de votre public visé, vous n'atteindrez jamais ce potentiel-là. Et donc, c'est un manque à gagner pour les entreprises. Pour le message publicitaire d'entreprise, est-ce que c'est à lui de s'adapter à la culture de la société ou est-ce que c'est à la société de s'adapter à l'élitisme publicitaire? Alors, parlons d'abord d'élitisme. Vous savez qu'un message de communication, pour qu'il soit efficace, il faut 4 conditions. La première, c'est qu'il doit être vu ou écouté. La deuxième, c'est qu'il doit être apprécié, dans le sens où il ne doit pas aller à l'encontre des valeurs culturelles et sociales. La troisième condition, c'est qu'il soit identifié, dans le sens où celui qui fait de la publicité doit être connu par le public, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui communiquent sur des produits sans même se mettre en avant. Et ça profite aux leaders des marchés parce que si vous avez l'habitude de... Je vais aller rapidement. Allez-y. Si vous avez l'habitude de satisfaire un certain besoin avec une certaine marque, si vous voyez le produit en question, par exemple un soda, et que vous n'arrivez pas à reconnaître la marque, vous allez automatiquement suivre votre habitude et donc ça profite à un concurrent. Le 4e point, et je termine avec ça, c'est que la communication, elle doit être comprise. Oui. D'accord. Donc une communication qui n'est pas comprise, elle ne peut pas être appréciée, il faut qu'elle soit comprise. Appréciée dans le sens social, dans le sens où elle ne doit pas aller à l'encontre des valeurs de la société. Si vous voyez par exemple une affiche ou une publicité choquante, vous pouvez être choqué sans même avoir compris. D'accord. Donc, pour conclure, plus on adapte sa communication aux spécificités d'un public, et plus ça sera efficace. D'accord. Alors maintenant, en termes de proportion, est-ce que nos entreprises, de manière générale, est-ce qu'elles communiquent suffisamment ou non? Si on regarde... Ou est-ce qu'on a un déficit en termes de communication quand on prend donc, les proportions? Effectivement, il y a un déficit. Même si force est de constater que ces dernières années, il y a eu une belle évolution. Justement, cette belle évolution, elle a été constatée grâce aux grandes entreprises. Mais les PME sont toujours loin derrière et beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas l'importance de la communication dans le développement de leur stratégie. Donc, et même en comparant, par exemple, je ne sais pas, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années qui disait que notre marché de la publicité avoisinait les 300 millions de dollars et que chez nos voisins marocains, c'était carrément le double. Les Tunisiens communiquent beaucoup plus que nous, mais je ne retiens pas exactement le chiffre. Mais en même temps, c'est normal parce que la communication en général est une discipline très jeune en Algérie. Les agences de communication existent au Maroc depuis 70 ans à peu près. En Tunisie, elles existent depuis les années 70. Nous sommes à peine à 25 ans. Sur les réseaux sociaux, là, faut-il communiquer? C'est un monde dangereux, le réseau social, parce qu'il y a de tout. Il y a beaucoup de toxicité. Donc,
Est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut être méfiant par rapport à ce type de communication? Les réseaux sociaux, d'abord, il faut les maîtriser parce que il vaut mieux aller sur un réseau social et bien communiquer. Mais si on ne maîtrise pas vraiment, on risque de faire beaucoup d'erreurs qui peuvent avoir un effet boomerang. Donc les réseaux sociaux, c'est un outil, que ce soit pour les entreprises ou pour la société, et même pour les individus. C'est un outil qu'il faut maîtriser. Si on l'utilise à bon escient, ça va être bénéfique pour notre pays. Si on ne l'utilise pas, ou plutôt si on l'utilise à des fins qui ne seront pas bénéfiques pour nous, évidemment qu'il vaut mieux l'éviter. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire à nos jeunes de ne pas aller sur les réseaux sociaux? C'est impossible. Est-ce qu'on peut rester à regarder tout ce qui se passe sans avoir notre influence dessus? La question est non. Nous devons être des acteurs. Et avant d'être des acteurs, nous devons maîtriser en tant qu'institution, en tant que peuple, en tant qu'individu. Nous devons avoir une maîtrise de ces outils et savoir ce qu'ils peuvent nous apporter. Voilà. Et entre nous, Algériens, dans la rue, dans nos rapports sociaux, est-ce qu'on communique? Quel est le degré de la qualité? Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'au début de l'indépendance, ou est-ce qu'elle a décliné, ou est-ce qu'elle s'est améliorée, ou est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus, sur cette relation, ce dialogue interalgérien? Je pense que l'un des indicateurs importants par rapport à cette communication entre Algériens, c'est le degré de la violence, le degré de l'incompréhension des conflits qui se sont accentués effectivement. Donc, et même au niveau des écoles, au niveau des familles, il y a de plus en plus de conflits, plus en plus je trouve pas le mot, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un certain malaise. Voilà, il y a un certain malaise ambiant par rapport à la communication dans notre société. Très bien. Et un mot sur la rumeur. Est-ce qu'elle a pris de l'ampleur? La rumeur, bon, c'est un phénomène qui traverse toutes les sociétés. Est-ce que la nôtre est particulièrement en proie à ce type de phénomène? Vous savez, dans n'importe quelle société où il n'y a pas suffisamment de communication officielle, se développe la rumeur. La rumeur se développe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle a pris de l'ampleur? Je n'en suis pas sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a pris de la visibilité. Parce qu'avant, les rumeurs circulaient dans des circuits classiques, c'est-à-dire dans des relations physiques et sociales. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, elles sont favorisées, bien sûr, et elles occupent très vite le terrain. C'est pour ça qu'il faut toujours communiquer sur les événements importants et le faire à temps. Parce qu'une fois que vous avez laissé le terrain à la rumeur, il est difficile par la suite de revenir, de redresser les choses. Comment vous avez jugé la communication qui a été faite autour de l'assassinat de la petite Nihal? Cette communication-là, elle entre dans le cadre de l'information et dans l'activité des médias. Effectivement, il y a eu des erreurs de la part de certains médias. Et là, je pense qu'il faut parler de la responsabilité des médias et du journaliste qui se cachent souvent derrière ce fameux droit à l'information pour le citoyen. Mais il ne faut pas oublier que cette information, elle doit être utile et elle doit être vérifiée. Donc, je pense qu'il y a eu des erreurs sur ça. Ensuite, une fois que la triste nouvelle a été rendue publique, effectivement, tout ce que les médias peuvent faire, c'est contribuer à la sensibilisation et essayer de donner la parole aux experts, les sociologues, les psychologues, les experts en communication, pour essayer de faire passer des messages qui pourraient nous faire avancer. Vous savez que nous nous apprêtons à vivre des moments difficiles en termes économiques, puisque nous sommes installés dans la crise. Est-ce que cette crise nécessite une communication particulière pour nous accompagner?
J'espère qu'on va pas atteindre la crise. Je l'espère, parce qu'on peut toujours l'éviter aujourd'hui. Mais vous savez, la communication... Beaucoup vous diront qu'on y est dans la crise, hein, déjà. Oui, mais vous savez, une crise intervient lorsqu'il y a une rupture entre un fonctionnement et un environnement. Je pense que cette rupture, nous ne l'avons pas encore atteinte, et donc il y a toujours moyen de l'éviter. Donc pour répondre à votre question, la communication de crise, j'aime bien la comparer à une pyramide inversée. Donc 20% de cette pyramide qui est en bas, les 20% sont de la gestion concrète et 80% sont de la communication. Donc si vous n'avez pas une gestion concrète, vous n'avez pas un socle sur lequel poser votre communication. Très bien. Mohamed Cherif Amoukhlane, on arrive au terme de ce débat. Déjà. Je voudrais rappeler que vous êtes enseignant pour différentes institutions ici en Algérie, mais également auprès de l'École supérieure de journalisme de Paris. Je voudrais finir en disant que vous avez un ouvrage, vous nous promettez un ouvrage pour la Foire internationale d'Alger en octobre. Inch'Allah, oui. Et donc je vous dis à très bientôt, hein, Merci dans un beaucoup. moment qui ne sera peut-être pas de crise, hein, si je dois suivre vos avis. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.